Chapitre 13. Je suis déshonorée, s'écria Lully, au bord de la crise de nerfs, un bras replié sur les yeux. Je suis perdue, humiliée, déshonorée. Tu l'as déjà dit, Baptiste, soupira Beauchamp avec un soupçon de lassitude. Fais-le taire, supplia entre ses dents Bérain, le premier décorateur du roi. Sinon je le tue. Drame en 3 actes, commenta leur ami Jean Racine avec humour. Acte 1, il pleut, et le vent se lève. Entendons-nous, un vent royal a décorné les bœufs. On ne peut pas jouer Persée dans la cour de marbre comme prévu ce soir. Acte 2, le roi insiste. On jouera donc dans le manège des grandes écuries. On démonte les décors de ci pour les remonter de là. Acte 3, on installe au manège 500 banquettes et 100 flambeaux. Tout va très bien. Le roi est content. Racine a raison, ce sera un triomphe. D'ailleurs, poursuivit Racine, Boileau et moi avons lu le livret de Persée au roi, et il l'a fort apprécié. Et les danseurs s'étrangla encore d'une voix suraiguë Lully. Ils sont prêts, les danseurs, cria Beauchamp. En quelques heures, les menuisiers avaient construit ce petit théâtre de bois et réglé la lourde machinerie des décors. Il n'existait pas de théâtre fixe à Versailles, car le roi préférait suivre la comédie en plein air, côté cour ou côté jardin, à sa convenance. Dans les coulisses, Pauline s'habillait, verte de peur, pendant qu'Héloïse, à son côté, souriait aux anges. Pauline savait qu'elle avait rencontré mademoiselle Desœuillets, et à voir son visage, on devinait que les renseignements avaient plu. Les courtisans commençaient à affluer, prenant place sur les sièges que les garçons bleus leur désignaient, ou restant debout, selon leur rang. Pour se détendre, Pauline alla retrouver ses 2 amis qui, depuis les coulisses, observaient les spectateurs. « La famille royale arrive, annonça Hildy. Le roi et le dauphin à pied, la reine en chaise à porteur. Seigneur, ajouta-t-elle, voilà même ma maîtresse la dauphine. Elle ne devait pas venir. Dans son état, ce n'est guère prudent. Pauline détailla le cortège de la reine par-dessus l'épaule de son amie. Regarde la robe de la marquise. Il y en a pour 100 000 livres de perles et de diamants brodés. Tiens, madame de Maintenon et le duc de Maine. La mise modeste de l'ami du roi tranchait sur les toilettes luxueuses des dames de l'assistance. À son côté, le petit duc marchait en boitant, appuyé sur une canne. Ce n'était un secret pour personne que l'enfant aimait sa gouvernante plus que sa propre mère qui, à vrai dire, ne s'était jamais occupée de sa nombreuse progéniture. « Croyez-vous que madame de Maintenon deviendra favorite » demanda Pauline en observant la femme et l'enfant. « Pourquoi veux-tu que le roi choisisse une vieille de 45 ans alors qu'il peut avoir les plus jeunes et les plus belles ?» Élisabeth avait sans doute raison. Pourtant, dans la salle, on s'effaçait avec respect sur le passage de celle que certains s'amusaient à appeler Madame de Maintenon. Voilà ton imbécile de cousin, 2 pas derrière Lourmel, reprit Élisabeth. Le pauvre Thomas a été assez puni. Tu pourrais lui pardonner. Il peut toujours courir. Jamais personne ne m'a humilié de cette façon, s'indigna Élisabeth, l'air pincé. Lully, devant sa canne, donna le signal à l'orchestre qui entonna l'ouverture. Bientôt, le théâtre improvisé retentit des trilles des chanteurs. De mémoire de cheval, on n'avait jamais rien entendu de tel dans une écurie. 4 heures de musique commencèrent, devant le roi et la reine impassibles, assis au premier rang. Pauline, la peur au ventre, se retrouva bientôt sur scène. Sans même s'en rendre compte, elle accorda ses pas à ceux de Silver, glissa, sauta, tourbillonna avec grâce. Elle en ressortit les jambes tremblantes sous les applaudissements, fière de son succès, tandis que la princesse de Conti rentrait sur scène à son tour. La veille, le roi avait choisi sa fille aînée pour le premier rôle. Elle avait dû travailler d'arrache-pied pour être prête à temps, mais Marie-Anne de Conti, comme le reste de la famille royale, était rompue au spectacle depuis sa naissance. À 15 ans et demi, la fille du roi et de Louise de la Vallière était connue comme la plus jolie fille de la cour. Son père l'avait mariée à 13 ans au prince de Conti, qui en avait 16. Elle eut beau supplier et sangloter qu'elle lui préférait son frère cadet, le beau prince de la Roche-sur-Yon, le roi ne céda pas. Conti était le seul parti digne d'elle.
Et depuis 2 ans, le jeune couple mal marié se déchirait et se raccommodait, alimentant par ses disputes incessantes les potins de la cour. Pas mal pour des débutantes, s'exclama en riant Hildy, tandis qu'elle se déshabillait. En cas de disgrâce royale, nous pourrons toujours monter une troupe. Notre avenir est assuré. J'ai cru mourir, souffla Élisabeth, en s'affalant sur un banc. Tous ses yeux à me regarder, et le roi, là, juste à mes pieds. Où est Héloïse demanda brusquement Pauline. Profitant de l'inattention générale, Héloïse avait filé, son éternel sourire plaqué sur son visage. Lorsque Cécile avait quitté le chevet de Mendoza à 9 heures du soir, Guillaume, qui était au repos, lui avait tout naturellement proposé de l'accompagner au Coq d'Or. Elle avait refusé poliment, mais Guillaume l'avait suivie contre son gré, prétextant que les rues n'étaient pas sûres pour une jeune fille seule. Cécile, les yeux rivés au sol, pestait intérieurement. Elle, d'habitude si maîtresse d'elle-même, se trouvait, comme par le passé, paralysée par la présence du frère de son ami. À son côté, Guillaume marchait d'un bon pas, la main sur la garde de son épée. Il cheminait sans un mot, traversant les faubourgs de la ville nouvelle, en construction. La spéculation immobilière allait bon train. On construisait à tour de bras, car le château était continuellement surpeuplé. Ce soir, les carrosses de la noblesse parisienne encombraient les rues, tandis que les cochers et les postillons attendaient la fin de l'opéra en se rinçant le gosier dans les gargotes du coin. Guillaume se félicita d'avoir accompagné Cécile, car elle aurait été à coup sûr importunée par les domestiques qui traînaient. La plupart avaient l'habitude de voler et de rosser les passants en toute impunité. Le fait de porter une livrée connue les rendait inattaquables, car s'en prendre au valet, c'était s'en prendre au maître. Et plus le maître est puissant, plus le valet est arrogant. Sans être mal famée, l'auberge du Coq d'Or ne brillait pas par sa réputation. Enfumée et sentant le graillon, elle était surtout fréquentée par les marchands de passage qui venaient au château dans l'espoir d'y décrocher quelques contrats. « Monseigneur désire » demanda l'aubergiste entre deux âges, un tablier crasseux, ceinturant sa bedaine. « Nous cherchons Rémi Magloire, répondit Cécile. Il s'est fait pincer à voler ? Je le savais que ce mouflet m'attirerait des ennuis. Aidez donc les pauvres, et il vous amène la garde, cria l'aubergiste, en prenant les clients à témoin. Il ne nous a rien fait, dit sèchement Guillaume. Nous désirons lui parler. Il est là, monseigneur. J'allais le flanquer dehors. Pensez, il me doit 2 jours de loyer, 8 sols, râla l'aubergiste en levant haut 8 doigts aux ongles noirs. Ils suivirent l'homme à travers la grande salle basse de plafond, puis arrivèrent devant l'escalier de bois qui desservait l'étage. L'aubergiste le contourna, puis souleva le rideau en loques qui cachait la soupente. 2 paillasses en occupaient la surface. Le gosse était là, roulé en boule. « Sors de là, morveux, ce seigneur veut te causer. » L'enfant, réveillé en sursaut, fit un bond. Cécile se pencha aussitôt pour le rassurer. « Rémi, je suis une amie de ton frère. » Le gosse sortit à 4 pattes de dessous l'escalier. Sa ressemblance avec son frère était frappante. Cécile et Guillaume remarquèrent alors sa main gauche atrophiée, qu'il tenait serrée contre son ventre. « Toussaint ne viendra pas, il est blessé. Mais ce n'est pas grave, dit doucement la jeune fille. Je suis Cécile. Ah, j'ai entendu parler de vous, fit Rémi, en lorgnant peureusement du coin de l'œil l'homme en uniforme. Prends tes affaires, petit, tu viens avec nous, lui lança Guillaume à la stupéfaction de Cécile. Je peux pas, répondit l'enfant, sérieux comme un pape. Et mon travail? Qu'est-ce qu'on te fait faire ici? Demanda Guillaume, tandis que l'aubergiste semblait tout à coup mal à l'aise. De tout. Je fais le savoyard, raconta fièrement Rémi. Je porte l'eau et le bois, je vide les pots, je balaye, je fais les courses des clients. Ça paie une partie de ma pension, quoi. Il est guère efficace avec sa patte folle, expliqua l'aubergiste devant le regard noir de Guillaume. Je l'emploie par charité. Prenant de nouveau les clients à témoin, il affirma bien haut. Si la place ne convient pas à ce feignant, il y a 10 miséreux comme lui qui attendent sa paillasse. Tu sais t'occuper des chevaux? Demanda Guillaume à l'enfant. Pour sûr, et je sais graisser les harnais, même avec une seule main. Alors je t'engage. Monsieur Guillaume, souffla Cécile, réfléchissez que cet enfant sera à votre charge. Ce n'est pas un engagement à la légère que vous prenez là. Mais pour qui me prends-tu, Cécile? Pour un irresponsable? J'ai besoin d'un valet? Rémi fera l'affaire? Qui dit que demain
Vous ne vous sentirez pas encombré par cet enfant, insista-t-elle. Vous, les nobles, de grâce, Cécile. Comment crois-tu que j'ai vécu jusqu'ici? J'ai payé mes études par mon travail. Suis-je donc si différent de toi? Tu me connais bien mal. Il s'arrêta pour reprendre son souffle et Cécile baissa la tête, consciente d'avoir été désobligeante. Mais Guillaume reprenait. Lorsque nous t'avons sauvée, voilà 6 ans, est-ce que nous t'avons remise à la rue? Aujourd'hui, ce gosse a besoin d'aide, et je lui offre un travail décent. Oui, moi, un noble. Excusez-moi, monsieur Guillaume, réussit à articuler Cécile, toute penaude. J'ai mérité cette leçon. C'est vrai que je vous connais bien mal. Fais un effort pour y remédier. Je t'assure que je gagne à être connu, lui affirma Guillaume en souriant. Cécile ne répliqua pas, évitant ainsi une promesse qu'elle n'aurait pas tenue. Devant le mutisme de la jeune fille, Guillaume poussa un soupir de résignation, puis revint à Rémy. Prends tes affaires, nous partons, reprit-il cette fois sans appel. Cécile rentra sous l'escalier pour aider l'enfant à boucler son baluchon, pendant que Guillaume comptait 8 sols pour l'aubergiste. Celui-ci les avait abandonnés au profit d'un couple qui descendait l'escalier. Le signor désire demanda-t-il avec force courbette. La paix répondit sèchement l'homme à l'aubergiste, qui, douché, fit 2 pas en arrière. L'homme de dos avait, pensa Guillaume, quelque chose de vaguement familier. Grand et carré, tout habillé de noir, il portait au côté une épée de prix, sans doute trempée à Tolède, comme on n'en voit qu'aux officiers ou aux mercenaires. La femme n'était autre que Claude de Vin des œillets, la suivante de la marquise. Instinctivement, Guillaume se plaqua contre l'escalier. Je reviendrai avec des ordres, disait cette dernière. Ne quittez pas l'auberge. J'attendrai, répondit laconiquement l'homme avec un léger accent italien. Elle sortit en rabattant son capuchon sur ses yeux. L'homme, quant à lui, remonta aussitôt l'escalier. Guillaume ne put qu'entrevoir son visage, mais il le reconnut sans peine. Seigneur, cette soupente est pleine de vermine, râla Cécile en époussetant sa robe. Dès demain, je t'emmène chez les pouilleuses. Taisez-vous et sortez vite, ordonna Guillaume, un doigt sur la bouche. Cécile ne chercha heureusement pas à discuter, elle prit aussitôt l'enfant par l'épaule, tandis que Guillaume se chargeait du baluchon. Il lança au passage la monnaie à l'aubergiste et sortit sans attendre, entraînant Cécile par le bras. Malheureusement, la suivante s'était évaporée. Qu'y a-t-il, monsieur Guillaume? Rien de bon, je le crains. Des œillets sort d'ici. Dis-moi, Rémy, qui est le grand homme tout en noir qui loge ici? Demanda Guillaume en se penchant vers l'enfant. Avec une épée de maréchal? C'est le signor Benvenuti. Il dit qu'il est marchand à Florence, mais ça m'étonnerait, parce qu'il parle jamais aux autres marchands. Comme chaque fois que l'on parlait d'homme en noir, Cécile frissonna. Qui vient le voir? Demanda encore Guillaume. Il est souvent avec un rouquin, Tabarin, se rappela Rémy après quelques secondes. Celui-là aussi. Les marchands comme moi, je suis archevêque. Là, une de ces paires de pistolets dans son bagage, je vous raconte pas. Et tu l'as déjà vu avec une belle dame? Oui, belle, belle comme la Sainte Vierge des églises. Elle vient, elle cause, et elle repart en chaise ou à pied. Tu l'as déjà entendu lui parler? Ben, hier, elle sortait de la chambre du signor, quand je lui portais de l'eau. Elle disait qu'elle convaincrait sa maîtresse que dans quelques jours, on serait fixé. Convaincrait, répéta Guillaume. Se peut-il qu'elle travaille pour son compte? Elle a bien dit convaincrait, confirma l'enfant. Pourquoi pas, après tout, réfléchit tout haut Guillaume. La marquise est désespérée, le pouvoir et le roi lui échappent. Mademoiselle des œillets en profite peut-être pour la manipuler. Cécile secoua la tête, convaincue du contraire. Je sais, par les servantes, qu'elle est toute dévouée à la marquise. C'est elle qui participait aux messes noires de la voisine pour sa maîtresse. Encore elle qui achetait les philtres qu'on faisait boire au roi. Mais qui te dit qu'elle n'en a pas donné l'idée à la marquise? Si sa maîtresse est disgraciée, elle perd sa place à la cour. Non, elle vit la moitié du temps à Paris depuis l'affaire des poisons. De toute façon, laquelle est la plus coupable? Celle qui a les idées, celle qui donne les ordres ou celle qui les exécute? Depuis son arrivée à la cour, elle ne voyait que bassesse. Ces nobles, si fiers de leur naissance, étaient prêts à tout pour une miette de pouvoir.
un courtisan en disgrâce, et c'était une meute à la curée pour avoir sa charge vacante. Rentrons, dit Cécile, en se mettant en marche avec un Rémi qui bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Je dois voir Mendoza, et il faut installer votre nouveau valet. Après plusieurs minutes de marche, Cécile rompit le silence. Cet homme en noir, comment est-il osa-t-elle enfin demander, le regard au sol. Elle est sûre de connaître la réponse. Elle retint son souffle, tandis qu'une sueur glacée lui coulait entre les épaules, comme après chaque cauchemar. Il ressemblait au tien. En fait, c'était le tien, admit enfin Guillaume, en lui prenant la main. Louis XIV était satisfait. Percé était conforme à ses goûts. Il complimenta donc le compositeur, puis s'enfuit vers le château, suivi par ses courtisans, qui étaient bien aises de se dégourdir les jambes après 4 heures clouées sur une chaise, ou, pire, debout. Comme le roi avait apprécié l'œuvre, les courtisans, à l'unisson, crièrent au génie, vantant le talent des artistes. Seuls quelques indélicats osèrent penser tout bas que cela était bien long et pompeux, en un mot, barbant. Mais il eût été inconvenant de contrarier le roi. Par chance, la pluie et le vent avaient cessé. On regagna le château sous les étoiles, encadré par les porteurs de torches, tandis que les dames qui cheminaient en chaise accordaient déjà leur danse pour le bal qui suivait le spectacle. Héloïse, ce soir-là, fit sensation. Outre sa belle fontange, elle arborait une robe neuve du plus beau vert, rebrodée d'argent, qui ne venait certes pas de chez le fripier. Jouant de son éventail de dentelle avec grâce, elle allait de groupe en groupe, échangeant comme il se doit potins et compliments. Dites donc, l'espionnage, cela rapporte souffla Silver à Pauline. Cette fille vendrait sa grand-mère pour de l'argent, persifla Élisabeth. En tout cas, si Cécile a des ennuis par sa faute, je m'en vais lui apprendre les bonnes manières, moi, conclut sèchement Pauline. Dès ce soir, elle mettrait son amie en garde. La réaction de Mendoza avait été trop étrange pour ne pas être prise au sérieux. Que devait-on penser chez la marquise 1. La reine croit connaître une fille du peuple. 2. Voilà que la fille soigne Mendoza à la place du grand fagon. 3. Mendoza lui donne du donia et croit reconnaître sa médaille. Que de coïncidence, diront les sceptiques. Déjà, le bruit courait que la reine s'était entichée d'une belle diseuse de bonne aventure qui vendait des philtres. D'autres juraient que la fille parlait si bien espagnol qu'elle ne pouvait être qu'un émissaire secret de la cour d'Espagne. Oh, quelle chance! Voilà notre bonne amie Lourmel, dit en raillant Élisabeth. Croyez-vous qu'il ait gagné son beau juste au corps tout neuf à la loterie? Nenni, répondit Silver. Il a raflé 10 000 livres au billard au duc de la Rochefoucauld. J'y étais. Il a dû en donner quelques miettes à son tailleur. Oh, quelle chance! Voilà notre bon ami Thomas, fit Hildy, en imitant le ton d'Élisabeth, tandis que cette dernière prenait sa tête des mauvais jours. Si ce mufle m'approche, commença Élisabeth en lui tournant carrément le dos, il approche, constata Hildy. S'il ose me parler, il va le faire, poursuivit Silver en roulant comiquement des yeux. Élisabeth, rouge pivoine, ouvrit son éventail pour cacher son visage. Elle jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule et ne put que constater que Thomas était là, un pas derrière elle. Celui-ci, mal à l'aise, déglutit péniblement avant de se lancer. Voulez-vous danser, mademoiselle? Certainement pas, fit Élisabeth, avec un calme qu'elle était loin de ressentir. Et pourquoi donc? Je vous prie, insista Thomas. Parce que. Voilà qui est original, commenta Silver, alors qu'Élisabeth le clouait d'un regard assassin. Monsieur Desréaux vient de m'inviter, répliqua Élisabeth, en mettant Silver au défi de la contredire. Bon, d'accord, fit ce dernier. Mais à la prochaine danse, que lui donnerez-vous comme excuse? Aucune, monsieur. Je ne danse pas avec les malappris. Logique féminine, souffla Silver à son ami, en passant avec Élisabeth à son bras.